analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic au minéral naturel certifié ISO 22000. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Djena. C'est bien l'heure de votre émission Sport Plus de tous les mercredis. Plusieurs sujets nous intéressent. On va parler du regroupement des éperviers dames du Togo. On évoque justement les derbies dans la capitale qui n'attirent plus. Pourquoi ce phénomène ou ce manque d'intérêt? La question à nos invités. La SCK, enfin, gagne dans le championnat son frère rival ASCO. Est-ce que les chauffeurs ont plié déjà ce championnat? La question aussi sera posée. Et puis le gros sujet, quel staff pour les éperviers du Togo? Le staff, il est bien dirigé par Patrice Neveu, mais quelle composition de ce staff? Voilà pour justement aujourd'hui, nous aurons en studio deux confrères. Pour l'instant, Grégoire Kokou Attignon de Radio Sport FM Lomé est bien en place. Le chroniqueur, en tout cas, Maison, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena. Vous allez bien, Grégoire? Oui, ça va, on aura grâce. D'accord. Alors, on va d'abord faire du volleyball. Oui. Les clubs togolais sont bien rentrés, même si la compétition a été compliquée, mais les clubs sont de retour. Oui, les clubs sont de retour avec des fortunes, on ne dirait pas fortunes diverses, mais fortunes identiques, parce que oui, ces deux formations sont allées à cette compétition pour aller représenter justement le Togo. Elles ont essayé de représenter, sinon elles ont représenté le Togo, mais seulement sur le plan prestation, ce n'était pas véritablement ça. Ce sont deux équipes qui ont souffert. Ça, il faut le reconnaître. Ce sont deux équipes qui ont souffert donc dans cette compétition avec les matchs qui ont été disputés et finalement à la fin, ce sont deux clubs qui vont se classer deux derniers. Et donc de ce championnat de ce championnat-là, on sait que oui, toutes les équipes se sont affrontées en hommes et à la fin plusieurs matchs disputés, 7 matchs au total. 7 matchs, ça fait 7 défaites pour l'étoile filante de Lomé qui se classe dernier donc de ce tournoi. De toute la zone 3. De toute la zone 3 et que 6 défaites et une victoire pour le club des Amis. Parce que oui, dans la confrontation entre les deux clubs togolais, c'est finalement le vice-champion qui a su tirer son épingle de jeu en venant à bout justement donc de champion dans cette compétition. Donc c'est vrai que en matière de comptabilité, si on veut véritablement comptabiliser les points, c'est Club des Amis qui est devant l'étoile filante, mais ça ne change rien le résultat ou bien le bilan de la participation du Togo. On n'est pas les deux équipes, aucune des deux formations n'est arrivée parmi les 8 premiers. Et donc, je me dis que les résultats sont les mêmes pour ces deux formations, oui. Mais je crois qu'au-delà quand même de leurs prestations, c'est la participation qui était beaucoup plus importante. Pierre de Coubertin. Oui, parce que oui, ça fait longtemps que le Togo n'a plus participé à ce genre de compétition. Donc, il fallait participer. Il fallait participer, surtout avec la volonté dégagée par la Fédération togolaise de volleyball, qui a voulu quand même permis à ces clubs-là qui ont gagné le championnat, c'est-à-dire après le championnat national, il va falloir quand même que ces représentants... C'est la fédération qui a permis à ces clubs d'être à Accra? Au fait, c'est la fédération qui engage. C'est la fédération. C'est un peu comme en football. Si la fédération n'engage pas ces clubs-là... Est-ce que la fédération peut refuser à un club de s'engager? Non, mais ça dépendra également Est-ce que ce n'est pas une question de vocabulaire? Parce que là, c'est les clubs qui s'engagent, ce n'est pas la fédération qui engage. Oui, c'est vrai, mais pas le biais de la fédération. Voilà, là, c'est mieux. Parce que oui, c'est la fédération qui a organisé une compétition et à la fin donc, de cette compétition, les meilleurs doivent représenter donc les pays respectifs et donc de la zone 3. Et c'est l'étoile filante et le club des Amis, et champions et vice-champions qui ont représenté le Togo. Mais moi, je dis, il fallait aussi participer pour apprendre et sans doute que les deux clubs togolais ont appris. Voilà. Alors, oui, Franck Orokoti nous a rejoint. C'est l'homme le plus heureux, en tout cas, du jour. Bonjour, Franck. Bonjour, Latif. Bonjour, Grégoire. Bonjour
à tous ceux qui sont actuellement branchés sur Radio Diena. On dit souvent l'essentiel avant l'agréable, mais là, je vais quand même vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci Latif. Le Didier Drogba du Togo. Hein? Ouais. Non, mais les natifs du 11 mars sont très bénis. Vous savez qu'il y a pas mal de grandes personnalités qui sont nées donc, d'abord en mars, puis le 11. Donc, en mars, oui, je suis d'accord. Oui. En mars. Oui. D'abord, Samuel Eto'o. Le 10. Le 10. Didier Drogba. Samuel Eto'o également, sa maman, c'est parce qu'elle a voulu donc acheter très tôt, sinon. Donc voilà, c'est un jour heureux. Je suis vraiment content de ce jour par rapport donc à tous ces messages également qui me viennent. Je pense que c'est ce que je souhaite également à tout un chacun. Hein. Malheureusement, à ceux qui sont nés le 29 février, ils n'auront pas donc toute la chance de vivre tous ces moments. Donc, je pense que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, un jour béni. Donc, merci à tous ceux qui m'ont envoyé de messages. En tout cas, oui, la fête aura lieu. Il n'y a rien à dire, hein, parce que c'est une bénédiction lorsqu'on se réveille en bonne santé le jour de son anniversaire. Latif, je vous fais une confidence. Oui. C'était quand même dans Imbros, mais je vais vous dire ça. Oui. Avant de venir ici, Grégoire m'a dit, mais est-ce qu'on va prendre quelque chose à la fin de l'émission? J'ai dit non. Ça sera pendant. Pendant l'émission de Latif. Pendant l'émission de Latif. Alors que Latif n'est même pas au courant. Voilà. Latif qui est en carême. Latif qui est en carême. Ah, Latif qui... Oh non. Attends. Voilà. Latif qui est en carême. Vous allez prendre... Attention. Vous allez voir dans son émission. Bon, c'est la démocratie quand même. Mais est-il dit que la fête aura lieu? Il n'y a rien à dire. Bien sûr. De toutes les façons, on va, vous permettre de placer un mot sur la participation des Togolais au tournoi de la zone 3. Il fallait le faire parce que le Togo est quand même le pays le plus proche, le pays du monde le plus proche du Ghana. Et donc, ne pas avoir le Togo à Accra, ça doit être une grosse aberration. Latif, vous avez pratiquement tout dit parce que... Écoutez, il y a des équipes qui ont fait des kilomètres avant d'arriver au Ghana, alors que le Togo, c'est pratiquement 420 kilomètres, je pense. Non, plutôt 200 kilomètres. Bien sûr, Accra, 200, voilà. Oui, donc, c'est pratiquement Lomé à Takpamé. Donc, je pense qu'il faut participer. Il faut participer, même si on n'a pas les moyens. Je pense que avec le déplacement au niveau de la voie terrestre, on peut arriver donc à joindre rapidement à Accra. Et aussi, surtout que le Togo a été absent donc, de cette compétition, ça fait longtemps. Il faut quand même redonner espoir à toutes ces personnes-là qui s'adonnent à cette discipline. C'est très important. Ça va donner également une ambition, une vie justement donc, à cette discipline et également à tous ceux qui sont dans cette discipline. Je pense que c'est bien fait de participer. Maintenant, oui, c'est vrai que le niveau... Ce n'est pas encore ça, mais je pense qu'avec ce qu'on a vu là-bas, ce qu'on a entendu, comment est-ce qu'on peut organiser une compétition, je pense que ça peut donner quelque chose justement à la fédération et également à tous les joueurs qui ont participé à cette De toutes les façons, ces deux équipes ont fait honneur au Togo en se replaçant dans le concert au niveau surtout de la zone 3. On va évoquer maintenant du foot avec le regroupement des éperviers dames du Togo sous la houlette de nouveaux staff. C'est déjà l'information, non? Il faut parler des U17. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez parlé des éperviers dames. Les éperviers dames U17. U17, voilà. Bien sûr. Plus de précision. U17. Oui. Un nouveau regroupement, nouveau staff. Oui. Pour les éperviers dames U17. Il n'y avait pas de staff pour les éperviers dames U17, puisqu'il n'y avait même pas une équipe éperviers dames U17. Ça s'est arrêté à U20 avec Théophile Papokoumi, qui est donc le sélectionneur. Mais je crois que le Togo, ou bien la fédération a voulu que le Togo s'engage dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie. Vous savez qu'en avril prochain, il y aura une double confrontation entre le Togo et le Ghana, comptant pour le premier tour de ces éliminatoires. Et donc la fédération a voulu quand même décider de mettre sur pied cette sélection des moins de 17 ans chez les filles.
Et c'est donc Ben Tété Adjakba qui a été sollicité, qui est donc nommé à la tête. Il est nommé ou sollicité? Bon, il est nommé. Bon, jusqu'à présent. Parce que quand on parle de sollicité, oui, si je dis sollicité, c'est que jusqu'à présent, aucune note officielle de la fédération n'a signifié que oui, Ben Tété Adjakba, c'est vrai que bon, ça pouvait se faire, mais aucune note officielle. C'est-à-dire que moi, je n'ai vu aucune note de la fédération signifiant que Ben Tété Adjakba est nommé à la tête de cette sélection. Mais on sait que oui, Ben a travaillé avec. Voilà pourquoi vous avez préféré parler de sollicité. Voilà. Ben a eu à travailler avec ces filles-là à travers donc le projet TDS. Et donc, je crois que c'est par rapport, peut-être c'est par rapport également à cela, étant donné qu'il a eu à travailler avec beaucoup de ces filles. Vous savez que la fédération a même eu à organiser une compétition pour les filles. Et donc, dans ce staff de détection au niveau donc, de TDS, il y avait Ben Adjakba qui a piloté cela avec Madame Tometi Kai. Donc, aujourd'hui, peut-être c'est pour cette raison que la fédération a voulu lui confier également cette sélection-là. Maintenant, c'est un paiement? Non, bon, est-ce que je Après dirais... Après travail? Non, mais je me dis que peut-être qu'il est beaucoup plus proche de ces filles-là. Et donc, pourquoi ne pas le solliciter que de confier l'équipe à quelqu'un d'autre qui n'était pas beaucoup plus attaché à ces filles. Donc, ce regroupement a démarré mardi. Ils étaient donc au Centre national technique de Bavé pour une première séance. On attend maintenant ce que ça va donner, parce que oui, vous savez, la compétition, c'est le mois prochain. Vous savez, quand nous, ici au Togo, on a cette habitude-là, c'est quand la compétition s'approche, qu'on arrive à regrouper rapidement les enfants, et par là, on cherche à avoir du résultat, alors que les autres sont au travail depuis. Maintenant, quel est l'objectif réel de la fédération? Est-ce que c'est la qualification pour le mondial, ou essayer donc de mettre en place cette équipe-là pour préparer la relève? Parce que quand on prend également les U20, il y a d'autres qui quittent cette sélection des U20-là, qui vont se retrouver au niveau donc des seniors. Il va falloir préparer la relève. Et je crois que c'est quand même bien de mettre sur pied cette équipe-là. Ben Tété Adjakba, sélectionneur U20 et U17 dames, c'est pertinent? Est-ce qu'on va dire que c'est pertinent? Il faut dire que c'est un monsieur qui connaît le football togolais, qui a déjà fait l'Étoile filante, qui a fait également d'autres clubs. C'est un monsieur, il est l'actuel club du sport du Zion. Voilà. L'actuel coach. Comme l'actuel coach. L'actuel coach, voilà. Comme l'a dit également Grégoire, il a suivi donc, la détection de ces joueuses. Donc, c'est une suite logique qu'on est en train donc, d'assister par rapport donc, à sa présence au chevet de ces filles-là. Je pense que c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, où est-ce qu'on a trouvé ces filles? Parce que nous n'avons pas de championnat U17. Oui, parce qu'il faut le dire. Où est-ce qu'on a trouvé ces filles? Il faut noter qu'entre-temps, la direction technique nationale avait sorti un communiqué demandant aux centres de formation qui ont des joueurs de moins de 17 ans. Comme d'habitude. Oui, d'envoyer donc la parce que liste. Dans le programme de la FIFA, normalement, oui, on devait avoir des catégories au niveau donc, de football féminin, et que depuis, la FIFA nous avait déjà notifié cela. Je ne sais pas si dans nos rapports à l'endroit donc, de la FIFA, on avait toujours mentionné justement U17 au niveau des dames. C'est pour cela que j'en parle, parce qu'aujourd'hui au Togo, Grégoire, vous êtes témoin, on n'a pas de championnat des filles U17. On n'en a pas. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que je demande... Il y a un championnat en bloc. Même si ce sont des centres de formation avec les filles que ces centres-là possèdent, comment est-ce que ces centres arrivent donc à gérer ces filles? Est-ce qu'il y a un tournoi regroupant justement les U17 dames? À ma connaissance, non. Je ne sais pas si vous êtes témoin. C'est une Coupe du Monde qui est organisée, en tout cas. Voilà, pas U17, pas à l'endroit de... Oui. C'est une première, c'est pour cela que je demande. Même les centres de formation, ils ont trouvé également ces filles-là où? Parce que d'abord, pour trouver des jeunes garçons de U17, c'est très difficile. Et aller chercher des U17 filles, c'est compliqué. Dans la mesure où, Latif, vous êtes un parent, donc vous avez des enfants, vous ne pouvez pas laisser vos enfants de moins de 15 ans, ou bien de 15 ans, de 16 ans, alors que ces enfants devaient être à l'école.
vous les permettez donc d'aller dans un centre de formation, regroupement. un regroupement et tout ça. Moi, je pense que, et aussi, pour quel avenir? C'est pour cela que je me pose la question, où est-ce qu'on a trouvé ces filles-là? Donc, aujourd'hui, si c'est par rapport donc, à ce projet seul, c'est-à-dire le projet des éliminatoires de la Coupe du Monde, et qu'il n'y aura pas un suivi après, un avenir après, je pense que c'est un gâchis. Pour moi, en tant que pour moi, ça me concerne. Ça vous engage. Oui, ça m'engage. Si j'ai une fille aujourd'hui de 15 ans qui peut être en classe de troisième, en classe de seconde, par exemple, je ne peux pas la laisser donc faire ce regroupement dans la mesure où son avenir, plutôt moi je le vois sur les tables bancs, que de le voir dans ce groupe-là où il n'y a pas un avenir certain. Donc, je pense que ça sera compliqué d'abord pour Ben et aussi pour nous qui sommes les amoureux donc, de ce football-là. De toutes les façons, c'est pertinent, votre analyse. Oui, sauf que moi, je l'ai dit tout à l'heure. La nomination de Ben voilà, que je qui trouve n'a pas toujours... été officielle. Non, pas cela. Je me dis, est-ce que c'est bien payé pour ce jeune entraîneur qui aujourd'hui est à la porte de sa licence A de la Confédération africaine de football? Est-ce que vous pensez que c'est bien payé son niveau? Vu son niveau, c'est les U17 dames qui et Jenna Bena. Bon, voilà, c'est ma question en fait. Oui, mais j'ai essayé d'expliquer cela tout à l'heure. Je me dis que peut-être, bon, nous le savons, avec son niveau aujourd'hui, en principe, Ben ne devait pas être au chevet de cette sélection des U17. Mais la question est de savoir qui a la capacité, qui a le niveau aujourd'hui d'être à cette place-là. Maintenant, par rapport également... Non, il y a des coachs spécialisés dans le foot féminin. Oui, je suis d'accord. Qui sont là. Mais je crois que, est-ce que pour ces sélections-là, moi, je voudrais bien comprendre. Moi, je dis que peut-être parce qu'il a été déjà au contact de ces filles-là, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut le mettre là-bas. Qu'il soit aux côtés donc, de cette équipe-là, à travers le projet TPS. Et les sélections U17, U20, masculin, tout ça là, bon. On attend. Bon, je ne sais pas trop. On attend la décision de la Fédération togolaise de football. Ou bien c'est pour cela que la décision n'est toujours pas encore officielle. Peut-être que c'est pour cela que la décision n'est pas officielle, parce que là, sincèrement, ce n'est pas Ben qui doit... Il ne sert à rien d'être sélectionneur de 2 matchs, parce que là, vous n'avez aucune garantie de passer le cap ghanéen. C'est pour cela que vous parlez de nomination. Je pense également que la fédération doit faire bien les choses, parce que vous placez la personne à la tête d'une sélection alors que vous n'avez pas officiellement annoncé cette personne. Je pense que ce n'est pas du tout bien, non seulement pour la personne, mais également pour la fédération. Il faut donner la chance à tout le monde, et ça va lui permettre donc d'avoir un CV aussi. Bien sûr. Une ligne au niveau donc de son CV, c'est très important. Mais si vous ne notifiez pas ça et que ça soit... une sollicitation, comme Grégoire le dit. Voilà, moi, je pense qu'il faut bien faire les choses, quoi. C'est très important. Voilà ce qu'on dira encore sur cet élément, le regroupement des éperviers dames U17. Ça se déroule à Bavé. En tout cas, on va parler encore des dames avec ce match de gala. Ce n'est pas un match de gala, mais c'est un événement blim qui aura lieu au Félicia, en Côte d'Ivoire. L'OL Lyon jouera contre le Paris Saint-Germain. Finale. Le trophée des champions. Le trophée des champions. Il y a ce finale de la Ligue voilà. En tout cas, c'est quand même... c'est un événement. C'est un événement. C'est un événement parce que là, disons que c'est plutôt le championnat français qui se transporte en France en matière de femmes. Et on est en train de voir tout le boucan que ça fait. Justement, tout simplement parce qu'on sait la rivalité qu'il y a entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Et quand on parle de football féminin, ce sont les 2 clubs au-dessus des autres en matière de football féminin. On parle de Arkema, et donc aujourd'hui même c'est Lyon qui domine. Maintenant c'est la première ligue Arkema. Arkema première ligue, voilà. Et donc c'est Lyon même qui domine ce championnat-là. On sait que c'est Lyon et les autres. Assuré d'ailleurs de finir en tête de la saison régulière. Et donc je me dis que c'est un gros challenge qui est attendu donc à Abidjan pour la Côte d'Ivoire qui a accepté accueillir donc cet événement. Et ils ont accepté ou ils l'ont acheté? Non, oui, bon. S'ils ont
déjà acheté, c'est qu'ils ont accepté quand même accueillir cet événement. C'est pour l'image du pays, c'est pour cela que la Côte d'Ivoire a sollicité donc cela. C'est pourquoi aujourd'hui cette finale se transporte là-bas. Maintenant, c'est le spectacle qui doit être au rendez-vous. Parce que oui, vous savez que depuis un moment, le Paris Saint-Germain, véritablement, ce n'est plus ça en matière de football féminin, bien sûr. Parce que oui, quand on sait que en Champions League, c'est Lyon, c'est Paris Saint-Germain, c'est les Barça, le Bayern et les autres. Mais depuis un moment, on sent un petit relâchement du côté du Paris Saint-Germain qui a également perdu certains de ses éléments clés. Quand Katoto part, quand Diani part. Voilà, vous voyez. Et puis qui sont partis où? Au niveau donc à Lyon, le club rival. Donc je me dis que c'est une rencontre qui est très attendue. Mais on sait que quand les deux s'affrontent, au fil, c'est Lyon. Mais c'est l'aspect conséquence qui m'intéresse. Qu'est-ce que cela peut apporter au foot féminin ivoirien, Franco Rocotti? Et je pense que c'est une bonne chose pour l'image de la Côte d'Ivoire parce que ça sera pratiquement le centre du football féminin. Et ce sont deux grands clubs français, mais également mondiaux qui évoluent donc en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, Lyon, c'est 9 fois champion d'Europe. Voilà. Oui, est favori donc, de la Ligue des Champions et tout ça. Donc, il joue toujours pratiquement le dernier carré donc, au niveau de la Ligue des Champions. Et aussi au niveau de la France également, Lyon est toujours présent. Et vous savez, avec Michel Aulas, lorsque le club masculin n'évolue pas bien, donc c'est Lyon qui fait l'affaire au niveau donc, du football français. Donc, depuis l'avènement donc, des Qataris, justement, que le football féminin a pris de l'ampleur au niveau du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est très bien pour la Côte d'Ivoire par rapport donc, aux conséquences que ça peut ce qu'ils peuvent trouver donc, justement dans cette confrontation en Côte d'Ivoire. D'abord, ça sera l'image et aussi au niveau du football ivoirien féminin aussi, c'est pas ça, hein, parce que si ce n'est justement donc... bon, c'est vrai qu'il y a la SEC Mimosa qui depuis un moment est en train quand même de révolutionner. Je voulais parler donc de la sélection donc, de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que cette sélection est qualifiée pour la CAN, bien sûr. Mais il faut dire que c'était une dérogation parce que les sélections étaient éliminées. Donc le Cameroun... Voilà, donc ça va donner un peu plus de l'ampleur justement donc, au foot féminin ivoirien donc, de grandir. Et aussi, ça va permettre justement aux joueuses, voilà, les joueuses qui vont frotter avec les grandes joueuses et tout ça, qu'elles regardent justement à la télé et tout ça. Je pense que c'est une bonne chose. Et aussi, ça va permettre également à la fédération, au département qui s'occupe également du football féminin, d'apprendre, d'être avec, de prendre des contacts également par rapport donc à ces dirigeants qui vont faire également leur arrivée. Qu'est-ce que le Togo peut peut-être gagner de cet événement-là? La Côte d'Ivoire, c'est derrière la fenêtre. Le Togo peut gagner quoi? Je ne vois pas ce que le Togo peut gagner à travers cette organisation. Il faut juste se cacher et puis voilà. Le Togo n'a aucun rôle à jouer là-bas, donc gagner, je ne sais pas trop. Parce que oui, il peut faire partie les filles d'un bus, suivre ce match. Pourquoi pas? Je ne pense pas que ça peut être l'objectif de la Fédération togolaise de football. Et finalement, on va te poser la question, pour quel but? Pour quelle fin? Et donc, le but, c'est quand vous avez la chance de vous frotter, de voir, de saluer, de discuter avec une star, ça peut susciter de l'émulation. Ça peut donner une autre dimension, Grégoire. Bon, oui, vous le dites si bien, mais est-ce que ça c'est l'objectif au niveau donc de la Fédération togolaise de football, amener les filles à aller suivre un match de championnat français qui va se jouer à Abidjan, vous voyez un peu. Il faut voir ça ne veut rien dire au Togo. Non, mais pour moi, je me dis que la fédération... Des gens gagnent des visas, des concours pour aller suivre juste une finale de Ligue des Champions. Oui, ce que ça donne. Je suis d'accord, oui. C'est bien l'idée. C'est bien. C'est très mais bien. Est-ce que c'est ça aujourd'hui l'objectif de la Fédération togolaise de football? Je repose la question, pour quelle fin? Justement, si on va, on côtoie, on discute avec Kadidia Toudiani ou encore... Vous ne voyez rien de cela. En fait,
déjà même ici, l'organisation du championnat du football féminin, c'est quoi? Peut-être justement, non, dans les discussions, Latif, quand pour faute de moyens, on n'arrive pas à bien organiser le championnat féminin. Et vous voulez on met les moyens... Les relations se nouent, non? Et vous voulez qu'on mette les moyens... Ils peuvent gagner des relations, ils peuvent gagner des idées au travers de cet événement. Je crois que c'est une bonne chose si la fédération a ce programme-là dans son cahier. La chef de département, par exemple, le directeur technique, est-ce qu'ils ont fait ce programme-là? Le secrétaire général. Est-ce que même s'ils déposent justement ce dossier au niveau du secrétariat ou bien au niveau du président, est-ce que le président va avoir un budget pour justement... Non, mais ça, c'est rien, ça. On parle de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que je dis, c'est rien. Mais écoutez, par rapport à ce que nous vivons au Togo, Latif, bon, je comprends, vous êtes l'animateur de l'émission. Latif sait dans quelles conditions les playoffs du championnat féminin ont été organisés. Et cette finale-là, on a vu dans quel état l'AS OTR a quitté Lomé pour aller disputer cette finale-là. S'il y avait les moyens, ce n'est pas le dimanche que l'AS OTR allait quitter Lomé pour aller disputer la finale. Donc on doit se résigner, s'apitoyer sur notre sort. Ce qu'on va souhaiter, que justement la fédération fasse un programme pour aller suivre justement cette rencontre-là. Ça va leur permettre de gagner dans beaucoup de choses par rapport donc à la relation, par rapport donc déjà lorsque vous voyez maintenant les jeux, les gens jouer, ça peut également transformer quelque chose dans la tête. Je crois que si la fédération fait ce pas-là, je crois que ça serait intéressant non seulement pour le staff technique, mais également pour les joueuses et puis... Le match, c'est ce 14, Grégoire, c'est ce 14 mars que ça va se jouer. Oui, ce n'est pas trop tard. Ils peuvent toujours acheter un billet. Je ne vois pas le Togo... À l'écoute de Radio Djena, Grégoire même n'est pas d'accord pour qu'on sorte de l'argent pour ça. Mais voilà. Alors, on va évoluer, on va parler maintenant du championnat ou des championnats. Le constat, c'est que les derbys n'attirent plus dans la capitale. Quand l'Étoile filante joue, ce n'est plus un problème pour des gens. Quand Agaza joue, les gens préfèrent jouer du ludo derrière la clôture du terrain. Comment on peut expliquer le fait qu'il y a ce désamour, ce désintérêt sur ce qui faisait l'unanimité, en tout cas, il y a encore des décennies? Franck Orokoto. Oui, je pense que il y a beaucoup de paramètres. D'abord, l'organisation même des matchs, parce que en temps, on organise des matchs, 2 matchs par exemple sur le terrain Omnisport par exemple, d'abord à 15h et après à 17h. Ça permet justement donc à tout ce monde-là, du côté, maintenant, si c'est Semassi, si c'est l'Étoile filante, de suivre les 2 rencontres. Vous voyez un peu, donc le stade est déjà plein. Et également, ça dépend également des joueurs également, parce que nous n'avons plus des joueurs qui ont l'amour justement de leur club. Avant, lorsque vous évoluez dans un club, par exemple, vous dites que vous êtes de la capitale, donc vous êtes de l'Étoile filante, par exemple. Sûr. Donc, cette fierté, cet orgueil-là, vous font en sorte que, justement, vous n'allez pas accepter perdre, justement, ces genres de matchs. Donc, et également, cette rivalité entre les joueurs, c'est-à-dire que vous êtes de l'Étoile filante, vous êtes de l'Entente de, par exemple. Avant, par exemple, il y avait, les joueurs se connaissaient. Donc, il y avait cette proximité entre les joueurs. Et ils se disent déjà que tu ne vas pas me battre. Donc, ça prend également de l'ampleur. Et également, le travail au niveau de la communication des 2 équipes. Avant, on le faisait avec les journalistes qui étaient là. Mais maintenant, c'est relâché par rapport donc, à la qualité des joueurs que nous avons et tout ça. On ne connaît pas véritablement le joueur qui peut sortir du lot de ce genre de match. Est-ce que, voilà, à part les journalistes, est-ce que le public lambda ou bien une personne comme ça connaît justement l'attaquant de l'Étoile filante, par exemple? Je ne crois pas. Ou bien le défenseur qui peut vraiment donner quelque chose sur ces genres de match? Je ne crois pas. Donc, ce qui fait que c'est difficile donc d'avoir justement des gens, le public au niveau donc, du stade pour suivre ces genres de matchs. Grégoire Attignon, oui. Pourquoi en temps de joue contre l'Étoile filante et puis on dirait que voilà, c'est une séance d'entraînement? Oui, tout simplement parce que ça n'accroche plus. Ça n'accroche plus et ça n'attire plus également le public sportif.
Mais aujourd'hui, cherchez également à savoir qui sont ceux-là qui sont des supporters de ces deux formations, ou bien de ces clubs de la capitale. Aujourd'hui, vous avez la SOTR, vous avez Barracuda, vous avez l'Étoile Filante, vous avez l'Entente 2. Mais qui sont les supporters de ces formations? Parce que avant, non, mais l'Étoile Filante, ses supporters n'ont pas changé. oui, mais ils sont combien? L'Entente 2 également. Ils sont combien à venir au stade, suivre les matchs de leur Et formation? pourquoi ils ne viennent plus, Et c'est ce justement? que je dis, ça n'attire plus. Et Franck, pourquoi ça n'attire plus? mais c'est le spectacle, il n'y a plus de spectacle. Franck a parlé tout à l'heure de ce qui se faisait avant. Avant, quand on dit qu'il y a championnat, c'est 15h30 et 17h30. Si on comprend, c'est un boycott ou comment? Non, C'est parce que la fédération n'a pas programmé non, deux matchs au municipal non, pas forcément, que les derbys n'attirent plus. Pas forcément ça. Même si on programme 2 matchs, vous allez voir combien de personnes au stade. La dernière fois, dimanche dernier, ils étaient combien à venir au stade pour suivre le derby Étoile Filante Entente 2? Ils étaient combien? Ils n'étaient pas nombreux. C'est parce que c'est un match. Non, pas forcément. Est-ce que c'est parce que c'est un match, même si c'est un match relatif, et que si le public, vous avez les clubs, ont véritablement des supporters, ont ceux-là qui sont véritablement... Pourquoi à chaque fois quand c'est un match, le terrain est toujours plein? Mais c'est parce que oui. Bon, ce n'est plus toujours plein. Oui, mais... Semassi a joué l'autre fois contre Espoir, non, contre non, OTR, non, on a vu. Je parle de Sokodé. Je ne parle pas de Lomé. Mais les supporters de l'Étoile Filante sont où? Ils sont à Lomé. Pourquoi avant, ils étaient nombreux à venir au stade? Est-ce à dire qu'aujourd'hui, ces clubs n'ont plus de supporters? Moi, je dis également que il n'y a plus également véritablement du jus dans le jeu. Est-ce à dire que Semassi fait du spectacle? C'est pourquoi les supporters sont là? Non, mais parce que vous avez dit qu'il n'y a pas plus de spectacle. Il n'y a plus de spectacle. Mais au-delà de ça, je me dis que ces clubs n'ont plus de vrais supporters. Ils n'ont plus de vrais supporters. Mais quand vous allez à Sokodé, ils sont fidèles à leur club. Ils sont fidèles à leur club. Est-ce qu'il n'y a pas Unisport à Sokodé? Il n'y a pas Tchaoudjo Athletic Club à Sokodé? Mais à chaque fois quand c'est Massia match, vous allez voir ces supporters qui sont là. Ils sont toujours derrière leur club. Mais ici à Lomé, est-ce que c'est parce que les clubs sont nombreux que les supporters sont divisés? Pourquoi avant, il y avait plusieurs clubs? Il y avait Agaza, il y avait Aiglon, il y avait Assoza, il y avait Entente 2, Étoile Filante, Modèle, mais il y avait beaucoup de supporters. Moi, je me dis que quelque part, ces clubs ont perdu leurs supporters. Est-ce que ce n'est pas parce que Lomé devient de plus en plus vaste? Est-ce que ce n'est pas parce que la vie devient de plus en plus chère? Quitter Zanguera pour venir au municipal, ce n'est pas comme quitter Kodjovia-Kopé pour Kodjovia-Kopé, c'est-à-dire le terrain à Kodjovia-Kopé. Ou oui, peut-être à Nikonakwe. C'est également un aspect, mais je pense que lorsqu'on est supporter, on doit être dans une organisation parce que on parle de groupe de supporters lorsque vous participez justement, vous soutenez donc le club. Même si vous êtes très très loin, il y a certains matchs, vous ne devez pas les rater. Aujourd'hui, on parle de derby. Donc vous savez que c'est un derby. D'abord, au sein donc du groupe des supporters, il doit y avoir une communication pour dire qu'effectivement, on a ce derby, sortez, nous devons supporter nos joueurs pour remporter justement ce derby. Surtout que c'est un derby. Un derby, comme je l'avais dit... Il faut mettre tout en œuvre. Oui, parce que de l'autre côté également, vous êtes proche. Et vous vous dites que je dois vous gagner. Et aussi disent qu'ils vont vous gagner. Donc, à partir de là, il y a une rivalité qui s'installe. Donc, il y a un orgueil qui est là aussi. Donc, je pense que si... tous ces ingrédients sont réunis. Je pense que même si on est très très loin, on peut faire le déplacement facilement pour arriver. Mais quand je parlais donc de 2 matchs par exemple, s'il y a un certain Étoile Filante Entente 2 par exemple, mais avant ce match, on a Semassi AS-OTR. Les supporters de Semassi AS-OTR sont obligés de rester pour suivre justement le deuxième match. Donc, ce qui fait que le nombre de supporters va augmenter. Donc, c'est pour cela que moi, je dis que si ça va dépendre également de la programmation au niveau de la fédération. Heureusement que lors donc, de cette rencontre qu'on a eue avec le président de la Ligue de Lomé, le président Menti. Non, de football. Oui, Menti. Non, le président de la Ligue professionnelle. Ah, d'accord. On a eu une rencontre avec lui. Oui, Maître Wilson. Effectivement, il a émis des idées pour... Il est le premier, en tout cas, défenseur du fait qu'il faut jouer 2 matchs au municipal. Donc, ceci pour
ramener... Étant président de la Ligue, je suis sûr qu'il va ramener ça. Oui, il a des idées, hein. Il a donné certaines idées. Moi, je crois que c'est très intéressant. Il a même parlé donc des artistes, qu'on peut inviter justement les artistes et tout ça. Donc, il a demandé également à ce que certains spectacles également se font également lors de ces matchs-là. Je pense que si on réunit tout cela, ça peut faire ramener justement le support. Oui, en tout cas, oui, on va finir. Il faut quand même reconnaître aussi que ce qui se faisait avant, quand on parle de derby, vous savez, ce n'est pas aujourd'hui où les joueurs se promènent de club en club. Avant, c'est-à-dire que quand tu es joueur d'Agaza, c'est-à-dire que tu es joueur d'Agaza. Kegbalo Kodjo qu'on a connu, il n'a évolué que sous les couleurs d'Agaza de Lomé. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, mais ça rentre également dans les derbies. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a match à Sfosa, à Gaza, à l'époque, qu'est-ce qui a tiré cette rivalité-là, entre guillemets, positive, qui amenait les gens à rester derrière parce que oui, je suis de Tocoin, c'est mon club à Gaza, je dois aller parce qu'à Gaza, moi, je dois aller supporter. Parce que oui, et pour ça, oui. Si vous avez une offre au niveau de Tchévier, parce que vous êtes de Tocoin, Latif, est-ce que dans il faut mourir à Tocoin. Est-ce que dans le temps, il n'y avait pas des offres? Est-ce que dans le temps, il n'y avait pas des offres? Mais les gens sont restés fidèles à leur club. Parce qu'il y a des derbies. Il y a une rivalité. Quand on parle de l'étoile filante modèle dans le temps, est-ce qu'un joueur... Ça donne le spectacle, d'accord, mais est-ce que ça nourrit? Parce que vous avez attisé un derby, d'accord. Oui, et puis derrière, quoi? Ce que Grégoire dit, je crois que c'est très intéressant également parce que c'est une identité pour le joueur. Ça dit que le joueur se dit il est fier de ce club-là. Quand vous prenez le président Amouzou Tete, par exemple, lui ne connaît que Asfosa. Donc, il n'avait pas eu également l'occasion... C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que c'est une bonne chose? C'est une identité. Vous avez été George Weah, oui, George Weah, il ne jouera qu'au Milan AC. Et puis c'est terminé. C'est le foot que nous avons vécu dans le temps. C'est vrai qu'après, il y a eu des transformations, des changements et tout ça, vu par rapport donc à l'argent, à tout cet argent-là qui rentre dans le football. Je pense que ça a bousculé un peu les choses. C'est pour cela que ça fait également partie du fait que le public ne s'invite plus donc justement sur ces matchs-là. Je pense que ça fait également partie. C'est l'une des raisons, sûrement. Sauf que voilà, ailleurs, vous avez parlé des filles parisiennes qui ont quitté et qui ont rallié Lyon, mais ça n'a pas estompé le derby. Lorsqu'on parle du foot féminin, entre Lyon, dirigé aujourd'hui par une dame, une américaine, et bien sûr... bizarrement, le Paris Saint-Germain. C'est un peu ce qu'on ne comprend pas. Vous vous rappelez de quand Luis Figo quittait Barcelone pour le Real. Le public... barcelonais n'était pas d'accord. On dit qu'il a trahi le club. Et ça attise le derby. Ça attise le derby. Mais voilà qu'ici, ça dit que ces joueurs-là, vous les voyez ici aujourd'hui, demain, vous le voyez ici, le lendemain. Ça dit que ça... Vous pensez qu'il y a encore rivalité entre ces clubs-là et ces joueurs-là quand le joueur lui seul se promène de club en club chaque saison? Il va de club à club, il ne se promène pas. Il va de club à club. Même s'il va de club à club. On va évoluer, on reste en championnat avant de faire place au grand sujet. L'ASK a pris l'avantage sur ASCO. Il se dit que ça fait 4-5 ans maintenant que ces clubs-là ne se sont plus départagés en championnat franco-rocoté. Oui, c'est toujours des rivalités entre les deux clubs. Vous savez que ASCO, disons, c'est le club qui existait avant. Le grand frère. ASCO est la racine principale. Voilà. Donc, pour ajouter de l'eau à votre moulin. ASK également est venu. ASK qui également, par rapport donc, à sa présence, fait un bon boulot dans le football togolais. Et également tout ce travail qui se fait également au niveau de... On sent qu'il y a de l'ambition, on sent que les gens rêvent, les gens ont des objectifs. Et aussi cette rivalité, elle est là avec justement le fait que Asco de Kara a eu quand même... a été 5 fois champion donc, du Togo. 5 fois d'affilée, bien sûr. Donc, ASK également veut également faire la même chose. Donc, il y a une rivalité qui s'est installée. Mais je pense que pour la dernière fois, c'était, quand même, il faut le dire, ASK est en jambe par rapport donc, à ESCO. Quand on voit un peu le contenu donc, du jeu, la manière dont la transition est faite rapidement
pour retrouver justement la surface de ASCO de Kara. Je pense qu'on sent que ASK est en jambes. Mais on peut également dire que par rapport donc au classement, ASK a pris une grande 5 avance, points. oui, une grande avance pour être champion. Parce que 5 points déjà, alors qu'il ne reste que pratiquement 10 journées, ça sera très compliqué pour justement ASCO de rejoindre ASK. Mais c'est le football, hein. Peut-être que ça peut également arriver, mais vu l'état ou bien la forme de ASK actuellement et par rapport donc à ceux qui sont également derrière, je parle de Baragouda, Unisport et tout ça, je crois que ça sera compliqué pour ASCO de rejoindre. C'est une rivalité saine. Oui. Elle est saine, non, cette rivalité? Bien sûr. Parce qu'on parle d'un grand public, on parle du jeu, et à la fin, voilà, il y a eu un vainqueur, mais il n'y a pas eu d'incident, il n'y a rien eu. Oui, je crois que pour une fois, ces deux équipes ont décidé de jouer véritablement ce derby-là. Ah, d'accord. Pour une fois. Pour une fois. Non. Parce que, non, mais écoutez, quand vous voyez un peu ce qui... Moi, j'étais à Kara il y a de cela 2 ans pour assister au derby. Vous avez été déçu? Déçu, ouais, très pourquoi déçu. Vous n'étiez pas allé cette année? Très déçu d'ailleurs, mais je me dis que pour cette année, déjà au match aller, je me dis qu'on a senti qu'il y a véritablement... Il y a quelque chose qui voulait se faire sur le terrain. On a vu quand Asco a marqué, on a vu la réaction immédiate de l'ASK au match. Je parle du match aller. Donc, ce qui veut dire que le match retour était bien préparé. Et la dernière fois, avant le match, Ahmed Tokodo disait que la meilleure équipe sur le terrain va l'emporter. Et je crois qu'à la fin, la meilleure équipe sur le terrain, c'était bien sûr l'ASK qui est d'ailleurs en tête. Mais quand Franck l'a dit, quand vous voyez un peu le niveau de cette équipe de l'ASK cette année, je me dis que oui, ce sont des matchs références pour l'ASK. Si l'ASK gagne ces matchs, ce qui veut dire que l'ASK est beaucoup plus proche du titre. Il peut y avoir des Wolverhampton au Togo. Hein? Oui, je suis d'accord. Mais il y a certains matchs, il y a certains adversaires qui sont là. Par exemple, Unisport, que l'ASK allait battre à Sokodé, alors que Unisport restait sur une série de matchs sans défaite. Mais l'ASK allait battre cette équipe-là 2-0. Et Asco de Kara, qui aussi reste sur une série de victoires. Mais l'ASK, donc ce qui veut dire que... Une série de victoires, Parce que Asco a été tenu en échec, par exemple, à la 13e journée. Justement. À Lomé. Voilà. Oui, après cela, ils ont gagné deux fois. Ils ont gagné Gomido et puis ils ont gagné Petitement. Donc, je me dis que l'ASK a tout simplement prouvé que cette année, cette saison, elle a un objectif. C'est plié déjà? Non, on ne dira pas forcément. C'est vrai que c'est 5 points. Mais vous l'avez dit, il y a des équipes comme Wolverhampton, également dans ce championnat de première division. Il faut faire très attention à certaines équipes. Il faut faire très attention à certaines équipes comme Entente, oui. Mais il y a AS Bina, Espoir, qui reste une bête noire pour les chauffeurs. Donc, je crois que rien n'est encore joué. Il reste encore 10 bonnes journées, 30 points à aller chercher. Vous comprenez que ça va être un peu compliqué, difficile. Mais je me dis que la SK fait beaucoup plus un pas vers le titre à travers cette victoire sur son concurrent direct. Ça va redonner en tout cas du piment à ce championnat. Asco n'aura pas dit son dernier mot. Notre ami Kodjo va devoir trouver d'autres... voilà. C'est notre ami, non? Kodjo. Oui, Kodjo, c'est... Kanda. Ouais. Un ami de longue date. Bien sûr. Oui, Kodjo connaît AC Merlan. Il connaît le football togolais. AS Douane. AS Douane et tout ça. Mais avant cela, il a joué lui-même le championnat avant donc, de s'affronter. Donc, voilà. Donc, il connaît bien le football togolais. Et aussi, il a été adjoint donc, de Amani, ça fait très longtemps. Donc, il connaît le football togolais. Il connaît également le milieu de la Causa également. Je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses, surtout dans la transmission de ce qu'il connaît, ce qu'il possède comme pédagogie au niveau du football. Et aussi dans cette confiance-là qu'il peut avoir sur justement ces joueurs-là. Donc, il peut transmettre beaucoup de choses à ces joueurs. Il a même dit la dernière fois que lorsqu'il prend
une équipe. Pas après le match contre la SK. Non, puisqu'il n'avait pas parlé. Avant le match, il dit que c'est compliqué donc de lui marquer donc le but. C'est vrai que la dernière réalisation de la SK, c'est sur une erreur défensive parce qu'ils avaient le ballon avant qu'ils n'arrivent pas donc à dégager le ballon. Je pense que Kodjo jusque-là fait un bon boulot. Il a également un diplôme UEFA Pro. Je pense que c'est une bonne chose pour lui, non seulement pour justement Asco Dekara, mais également pour sa carrière. Voilà qui nous amène justement au dernier sujet. Quel staff pour les éperviers du Togo? Vous connaissez déjà votre sélectionneur, en tout cas, c'est Patrice Neveu, mais il ne fera pas seul le travail, Grégoire Atti. Il faut une équipe pour faire le travail. Il doit composer son staff technique, et ça, tout le monde le sait. On sait que quand on parle de l'équipe nationale, c'est beaucoup de choses. L'entraîneur, le sélectionneur principal est là, mais il a également 2 adjoints, 2 entraîneurs adjoints directs. Il y a le préparateur physique, il y a tout un tas de personnes qui entourent ou bien qui composent ce staff-là. Maintenant, on sait que pour ce qui concerne le cas du Togo, quand le sélectionneur vient, il vient également avec ses hommes. Parce que partout... C'est seulement au Togo que ça se passe? Non, pas forcément au Togo. Je parle aujourd'hui donc du cas du Togo. Quand le sélectionneur vient, il vient avec ses hommes. Il a une équipe avec laquelle il travaille. Et donc, quand il se déplace avec cette équipe-là. Et donc, oui, voilà pourquoi je dis, est-ce que c'est au Togo non, seul? Non, pas seul. Là, on ne fait pas de fixation sur le Togo. Voilà. Hein. Donc, même ailleurs, ça se passe. Voilà. Maintenant, Patrice Neveu arrive, et ça, tout le monde sait qu'il viendra avec également ces hommes-là. Il vous l'a dit? Attends, il viendra rester seul dans ce staff-là. Je sais, je l'ai dit tout à l'heure, que chaque sélectionneur a une équipe avec laquelle il travaille. Partout où il va, il y a cette équipe-là qui l'accompagne. Et donc, je me dis que Patrice Neveu, en venant au Togo, donc, son équipe également... Quand Habib Beye est arrivé à Marseille, bien sûr, il est venu avec son staff? Il est venu au départ, ceux avec qui il travaillait à Rennes n'étaient pas libérés. Mais quelques jours après, ils ont été libérés. Ils ont rejoint le groupe. Mais vous ne pouvez pas aller seul sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Avec 2 adjoints. Même si c'est pas avec tout le staff. Hein. Oui, mais même si c'est avec 2, je crois que c'est son équipe. C'est avec eux, il travaille. Aliou Cissé, là où il est aujourd'hui, il a sans doute son équipe avec qui il travaille. Et là où il devait aller, il doit peut-être composer avec 2. Didier Deschamps, lui, ne se déplace qu'avec toujours son Guy Stéphane. Un seul. Oui, mais... Il ne prend pas tout le village. Oui, Franck Orocotti. Pourquoi il ne prend pas tout le village? Oui, ça dépend. Est-ce qu'il est obligé? Non, oui. il est obligé dans la mesure où son entourage connaît son fonctionnement. Donc, ils ont déjà une relation de confiance entre lui et justement son entourage. Pas seulement avec une seule personne, avec son adjoint, mais également, vous savez, les médecins également jouent un rôle important dans la construction. Donc, l'entraîneur peut venir avec sa clinique privée qu'il a créée. Oui, parce qu'il sait qu'avec lui, avec justement le docteur, il peut soigner rapidement, ou bien le docteur peut lui passer des informations pour dire que, par exemple, ce joueur-là, dans 2 jours, 3 jours, il sera apte par rapport donc à ce match-là. Vous savez, on parle de Mbappé aujourd'hui. Vous savez, Mbappé par rapport donc à sa blessure au niveau du genou, il a quitté Real Madrid parce qu'il n'a pas cette confiance-là aux médecins du club pour venir en France pour se soigner. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais, pour dire que mais est-ce qu'un entraîneur peut arriver dans un club, il signe dans un club et il amène son propre staff médical? Avant, par exemple, au Togo, on n'avait pas ce qu'on appelle les ostéopathes. Ostéopathes, c'est ça, non? Ostéopathes. Voilà, c'est Claude Leroy qui a ramené au Togo pour une première fois cette spécialité. Pour des piges. Ce ne sont pas des staffs permanents. Qui composent justement le staff technique. Donc, aujourd'hui, on peut avoir ce genre de confiance autour de soi pour rapidement travailler sur un joueur pour le mettre dans une bonne condition pour un match, ou soit ce staff peut passer des consignes pour dire que ce joueur peut être sur un match pendant 15 minutes seulement, ou bien 20 minutes. Et à partir de là... On va pas parler du staff technique, du staff médical. On va parler beaucoup plus
des adjoints de Patrice Neveu. Donc, il viendra avec... Qui doivent être-ils? Donc, Grégoire vient de dire qu'il sera entouré de 2 adjoints. Oui. Vous le savez. Oui, ben, C'est ça. Vous C'est ça. supposez ou vous le savez? Attends, quand Claude Leroy était venu, il était avec ses adjoints. Un seul. Non, Il est mais venu pas avec un seul. Il est venu avec qui? Il est venu avec un, mais Il était venu avec Sébastien Migné. Migné, il était un. Oui, non, mais Jean-Paul Abalo était son adjoint. Non, mais il n'était pas venu avec Jean-Paul Abalo. Oui, non, mais je ne Il dis était pas, venu seulement avec... Je ne dis pas Oui. qu'il viendra avec 2 adjoints, mais dans son staff, il aura 2 adjoints. C'est-à-dire qu'il viendra avec quelqu'un et le Togo va placer également un entraîneur. Là, c'est mieux, Oui, votre c'est- explication. Oui, voilà. mais c'est ce qui se fait. D'accord. Je ne dis pas Est-ce que c'est obligatoirement 2 adjoints qu'il faut avoir? Mais ça dépend également de ce que vous avez discuté avec l'autorité. C'est-à-dire que votre employeur, ce que vous avez discuté, si vous discutez avec votre employeur, avec la fédération, vous dites que mon staff, je veux avoir 2 adjoints ou bien je veux avoir un adjoint. Le staff, puis la fédération aussi peut dire que nous voulons qu'il y ait un local dans votre staff. C'est-à-dire que parmi les entraîneurs adjoints, qu'il y ait un local. Je crois que c'est des compromis. C'est des compromis. Oui, alors oui, de tous ces compromis, de toutes ces compromissions, ou de tout ce qui est légal, non légal, comment entrevoyez-vous l'allure du staff technique des éperviers? Franck Orokoté. Non, mais je pense que d'abord, vous avez posé une question lors de la conférence, comment est-ce qu'il est venu, tout ça. On n'avait pas eu justement cette bonne réponse. Puisqu'il avait choisi de ne pas répondre. C'est pour cela que lors de cette conférence-là, quand les autorités, moi je croyais que les autorités allaient sortir même de la salle pour que le nouveau sélectionneur s'exprime, soit face justement... Parce donc, que la conférence de presse, ça devait être entre le sélectionneur et les journalistes. Voilà. Et aussi, tout le protocole, c'est la première fois que moi je m'exprime par rapport donc au recrutement du sélectionneur, par rapport donc à cette conférence. C'est pour cela que je reviens également sur cette conférence, parce que cette conférence vient justement après cette composition donc, de ce staff. C'est pour cela que j'en parle d'abord. La manière dont vous avez posé la question, parce que c'est très important, pour qu'il y ait cette bonne relation entre le sélectionneur, le nouveau sélectionneur, il va falloir avoir des informations pour justement parler bien de lui. Donc, si on n'a pas justement les ingrédients pour justement parler donc du sélectionneur, ça sera compliqué justement pour répondre à cette relation qu'on doit avoir entre le sélectionneur et la presse. Donc, c'est très important. D'abord, justement, le sélectionneur, la manière dont il est arrivé. Aussi, le staff. Parce que chaque fois, ce que moi je sais, c'est que lorsque le sélectionneur arrive, il est recruté, il a signé son contrat, il fait son staff, on présente son staff, mais cette fois-ci, il n'y a pas une présentation officielle. Ce que moi j'apprends, c'est que lors de la conférence, pour annoncer justement la liste, c'est à partir de là qu'on va présenter justement le reste donc, du staff. Je pense que le sélectionneur aura deux adjoints. Un, il viendra avec un et l'autre, ça sera togolais. L'autre chose qui est très important par rapport donc, aux exigences donc, de la CAF, c'est que tout technicien qui doit se retrouver sur le banc de touche doit avoir un diplôme licence à CAF. Voilà. Ou bien UEFA Pro. UEFA Pro, oui. Aujourd'hui, au Togo, on n'en a que 2 ou bien 3 personnes. Ou bien 4. 4. Nibombé. Voilà. Nibombé. L'ancien donc, qui vient oui, il y a Nibombé. Oui. Il y a Afizou. Afizou Traoré. Bien sûr. Il y a Galé. Samuel Galé. Et puis, il y a notre ami... Ganda. Non, Jonas. Jonas. Oui. Jonas. Il a la Jonas a la licence A. CAF. Oui. CAF. Oui. Voilà, licence A. Donc, CAF, voilà. parmi les 4 là, il doit avoir, un technicien local, justement, ça doit être parmi les 4. Bon, on sait que Nibombé, il vient donc de sortir, il ne peut pas. Afizou, il est out. Oui. Afizou également, je ne pense pas. Donc, ça sera entre les deux. Entre Galé et Samuel Galé et puis Jonas. Jonas Kokou comme là. Mais ce que nous apprenons et tout ça, ça n'augure pas une bonne chose pour le Togo. Il faut penser justement à l'avenir. Il faut Maintenant, je voudrais comprendre quelque chose. Quand vous dites que c'est ce que la CAF dit, oui. mais il y avait un staff qui vient de quitter.
où on avait Abalo Dossé, on avait Koubadia Kader. Ils étaient dans ce staff-là. On appelle ça moratoire. Délai moratoire. Voilà, d'1 an pour que cette existence prenne corps au niveau donc des élections. Daré a fait 1 an et demi. Oui. Et ils étaient là. Daré, c'est pour cela que si Daré n'était pas limogé, il devait être encore là. Si vous avez un contrat avec la sélection avant justement cette décision, vous pouvez être là. Mais si vous n'avez pas un contrat, on ne peut pas vous ramener pour que vous parlez donc de ce délai moral. Ça ne va pas exister, ça ne va pas fonctionner. C'est pour cela que moi je dis, il faut anticiper sur les choses. Il faut mettre la bonne personne à la bonne place. C'est très important. Sinon, demain, attention, on peut être victime donc de... Justement. Oui, Grégoire Attignon, c'est sur ce qu'il a dit ou... Non, mais je crois que c'est ça. Oui. Aujourd'hui... C'est quoi? Écoutez, nous... Dites pour vous. Oui, je vais dire pour moi. D'accord. Ce que nous savons, Franck vient de le dire, c'est-à-dire que la composition du staff technique, l'un des adjoints doit être togolais. Et pour être sûr, ou bien, dans le staff, il faut avoir un diplôme. Et le diplôme requis par l'instance internationale, la Confédération africaine de football ou encore la FIFA, c'est qu'il faut avoir la licence UEFA Pro ou la licence CAF-A. Et si tu as l'une de ces licences, automatiquement, tu devais être sélectionneur ou adjoint. Mais aujourd'hui, tel que Franck vient de l'expliquer, par nos histoires de copinage, parce que oui, c'est mon frère, parce que oui, je suis bien avec celui-ci, il faut forcément qu'il faut des bonnes personnes à de bonnes places. Si nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons ces gens-là, nous avons ces gens qui ont ce diplôme-là et qui peuvent être dans le staff. Il les a cités. Oui, nous savons que nous avons ces gens-là aujourd'hui au Togo, mais laissons qu'on de vote côté. pour eux ou qu'on fasse une interview pour eux ou qu'on fasse quoi? Parce qu'il y a Samuel Galé, il y a Fizou Traoré, il y a Jonas Kokou. Je crois que c'est les trois. C'est les trois. Pour l'instant, qui sont qualifiés. C'est à la fédération. Parce que Libombe Daré, ok, il vient d'être. C'est à la fédération de dire que oui, parmi les trois, nous choisissons celui-ci. Et on le fait savoir aux sélectionneurs. Ils peuvent prendre aussi 2 noms. Non, en fait, dans le staff, il n'y a pas 2. Il y a combien? Il y a un. Mais pourquoi? Oui, mais non, c'est parce que le sélectionneur vient avec son adjoint. Il n'est pas obligé de venir avec son adjoint. Déjà, dans son contrat, s'il a dit, si vous êtes d'accord, donc ce qui veut dire que vous êtes obligé de faire ce qu'il a dit. Et là, le Togo peut décider de rallonger aussi. Mettre plus d'un adjoint. Oui, mais c'est là, ils peuvent aussi venir pour apprendre. Il faut le préciser dans le contrat également. Sur le banc, oui, Franck, il doit y avoir 14 personnes dans le staff. Donc, la composition de ce staff-là, on peut avoir au maximum 2 adjoints. Parce qu'il y a les docteurs, il y a le chargé ceux qui doivent siéger. Vous parlez de ceux qui doivent siéger. Sinon, on peut avoir un membre du staff qui ne reste pas sur le banc. C'est-à-dire qu'il peut avoir également une autre composition, un autre groupe qui peut travailler avec le staff technique. C'est-à-dire qui peuvent être dans les tribunes et après passer des conseils et tout ça. Donc, je pense qu'on peut le faire également. S'entourer donc également de ces personnes-là. Bien sûr. Mais pour que ça soit officiel, sur la liste, par exemple, de la CAF, on doit avoir 14 personnes. Donc, ces 14 personnes, on peut avoir 2 adjoints, on peut avoir un docteur, on peut avoir un chargé de communication, on peut avoir également le reste. Sur les 14 qui siègent, il y a le manager dedans? Pas forcément. À un moment donné... Parce qu'au Togo, le manager reste sur le banc. Le manager peut rester ailleurs, on ne voit pas les managers sur le banc. Ce n'est pas une obligation. Il peut rester sur le banc. Le troisième adjoint peut rester à la place du manager. Le deuxième adjoint, plutôt. Non, le troisième plutôt. En ce moment, le chargé de communication ne restera pas sur le banc. En réalité, il ne devrait pas être sur le banc. C'est pour cela que les 14, parce que sur la feuille de match, l'arbitre contrôle tout ça. Si l'autre là n'est pas là, l'autre là peut rester également à sa place. C'est un peu ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on a déjà 2 adjoints, c'est déjà bien. Et les 2 adjoints, s'il doit avoir un Togolais, ça sera soit Jonas, ça sera Galé. Samuel Galé. Ni d'autres personnes.
Ou soit à Fizou Traoré. À Fizou également. Voilà. Mais si ce que nous apprenons au niveau de la fédération par rapport... Vous avez appris quoi? Le temps est terminé. Vous avez appris quoi? Oui. Que justement, on prend une autre personne, un autre Togolais, un technicien togolais, à part... Et qui n'a pas le diplôme. Et qui n'a pas ce diplôme-là. À part ces trois-là qu'on vient de citer, qu'on le place au niveau donc, du staff technique, ce qui n'est pas juste. D'accord. Voilà. On aura le temps forcément de revenir parce qu'on ne nous a jamais ou encore présenté ce staff technique. Ça va se faire à la première... On va en parler dans notre émission. À la première ou bien à la conférence annonçant la liste des joueurs. Le temps, il est terminé. C'est un délai moratoire dans cette émission. Le temps de souhaiter joyeux anniversaire. Voilà, justement, j'allais souhaiter joyeux anniversaire. Vous avez apporté quoi, Franck? Non, mais vous êtes en carême. Non, juste pour voir ce que vous avez apporté. Je ne veux pas être source de tentation. Non, je suis démocrate. Ah, d'accord. Juste pour voir ce que vous avez apporté. Non, mais un très bon vin. Je peux voir? Les auditeurs veulent voir. Les auditeurs. Oui, parce que voilà, on veut voir. C'est votre anniversaire. C'est le Didier Drogba, en tout cas. Voilà. Voilà. Ça, c'est anniversaire au niveau de Radio Djena. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Ici, les 26 juin aussi, on fête. Voilà. On fête l'anniversaire. Ici, voilà. Joyeux anniversaire à vous. Merci. Voilà. Beaucoup de santé, prospérité surtout. Bénédiction. Et voilà. Oh là là. Beaucoup d'inspiration. Parce qu'on a besoin d'inspiration pour et ce la boulot. Grâce également. La grâce divine. Voilà. C'est le Didier Drogba du Togo. Voilà. Le seul qui a joué avec Emmanuel Adebayor. Ils ont discuté en l'air. Dans un duel aérien. Merci. On va se prendre rendez-vous, mesdames et messieurs, pour le mercredi prochain. Mais n'oubliez pas le Mag des Sports qui va vous retrouver comme souvent tous les vendredis, lundi et vendredi à partir de 10h. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, au minéral naturel certifié ISO 22000.